Quand on prend les cours de Raja Yoga, en fait, la première question, c'est qui suis-je? C'est la première question et puis c'est la dernière. Et en fait, pour moi, c'est vraiment faire un voyage au cœur de soi et redécouvrir finalement ce qu'on avait oublié, puisque le yoga aussi, on le traduit aussi parfois par souvenir, c'est-à-dire finalement réveiller des mémoires. Et donc, nous avons une forme externe que tout le monde peut voir plus ou moins en fonction de ses organes sensoriels, mais en attendant, il y a aussi des dimensions supérieures. Et je pense que quand vous avez pris le premier cours de Raja Yoga, ça a été vraiment cette découverte. Je ne suis pas l'enveloppe, mais je suis le joyau à l'intérieur de l'écrin. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est précieux à voir. C'est-à-dire que on dit que chaque être hein, est comme un diamant précieux, unique, précieux, et qui laisse passer la lumière parce que tout simplement, il est lumière aussi. Alors, c'est vrai que ce nom que m'avait donné cette sage indienne, eh bien, m'a fait vraiment travailler ce plan entre ciel et terre, c'est-à-dire la vision la plus grossière de soi et la vision la plus subtile de soi. Or, celle-là, on la connaît pas trop. Et je pense que le Raja Yoga, c'est vraiment cette invitation au voyage dans des sphères qui sont finalement assez subtiles. En réalité, vous les connaissez, mais on en parle peu parce que l'extériorité prime très souvent sur l'intériorité. Or, la méditation va être justement un moyen de, d'aller découvrir cette intériorité, mais aussi de réconcilier, j'allais dire, l'intérieur et l'extérieur. Parce que c'est pas parce qu'on se dit je ne suis pas le corps, on ne doit pas le respecter pour autant, parce qu'il est quand même une émanation matérielle de certaines choses que nous avons pensées, hein. On voit que ça crée des empreintes, hein. On sait que par exemple, les épreuves de la vie marquent nos visages plus ou moins. Et d'ailleurs, quand on prend de l'âge, on prend quelques rides. Et c'est aussi quelque chose qui marque les sillons que nous avons pu aussi traverser. Et c'est un peu une marque de notre histoire. Néanmoins, revenir à l'intérieur de soi et découvrir qui nous sommes de façon plus subtile est quelque chose d'essentiel. Et la, la particularité, c'est que quand nous sommes conscients de toutes nos dimensions, c'est ce qu'on va appeler l'âme en réalité. Quand on parle de l'âme, hein, c'est vrai que on se dit finalement qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'être dans son entièreté, c'est-à-dire euh, tout ce que l'être porte en lui et puis toutes ses potentialités aussi. Alors, de la même façon qu'il y a une partie visible, il y a une partie invisible. Le corps est dense, l'esprit est subtil. Le corps est physique, l'âme est métaphysique, au-delà du physique. Et pourtant, eh bien, en fait, on arrive à faire joindre les deux. Et yoga, c'est justement cette capacité à unir des choses qui, a priori, pourraient paraître incompatibles. Et cette rencontre nous fait prendre conscience que nous avons une dimension cachée. Et si elle est cachée, c'est qu'elle est dans l'ombre. Ça ne veut pas dire que c'est moche, ça veut dire que tout simplement, elle est
cachée et qu'elle doit être mise en lumière. Et ça va être tout l'enjeu du parcours euh, de la méditation et du Raja Yoga va être justement de mettre en lumière qui vous êtes. Et ce voyage-là, personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Ça, c'est important parce que moi, je pourrais vous raconter toutes sortes de choses, mais ça ne concerne que, entre guillemets, ma propre histoire. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de partager avec vous, euh, d'oser entreprendre ce voyage. Souvent, on a un peu peur de savoir ce qui est à l'intérieur, hein. Il y a des choses où on peut avoir certaines craintes. Et en fait, eh bien, il n'y a pas de souci à se faire. Au contraire, ça va nous permettre justement d'affronter euh, même des choses qu'on n'imaginait pas avoir cachées en soi. Et l'important, ça va être justement d'apprendre aussi à les aimer. Parce que l'âme, ben, sa spécialité, c'est aussi l'amour. C'est-à-dire d'apprendre aussi à aimer qui vous êtes. Et ça, c'est tout un parcours. C'est-à-dire que, euh, vous vous rappelez dans votre premier coup, finalement, on a projeté sur vous, ici et là, les uns ont pu vous juger d'une façon, d'une autre, justement sur l'apparence, sur le statut, sur plein de choses comme ça externes. Et curieusement, c'est ça qui fait mal. Pourquoi ça fait mal d'ailleurs? Parce que justement, on se sent réduit à ça. On se sent finalement euh, oublié et presque un peu renié parce que il y a toute cette partie, cette dimension en fait intérieure qui est oubliée. Et celle-là, elle est très jolie. Donc, avec le temps, on a oublié cette partie-là et forcément, ben, on a oublié de l'aimer aussi. Et à chaque fois qu'il y a des souffrances profondes, c'est souvent lié à cet oubli du soi. Alors, quand on va dans la dimension, on va dire, invisible, comment voulez-vous que les autres voient cette partie de vous-même si vous, vous ne la voyez pas? Donc, comment les autres peuvent l'aimer si vous, vous ne l'aimez pas? Donc, cette partie-là, eh bien, elle mérite d'être découverte. Et ça, c'est tout un travail d'exploration et un joli voyage. Alors, peu importe la façon qu'on a de se regarder, c'est, vous vous rappelez, le mental, c'est toutes les pensées que nous avons comme ça qui viennent ici et là, tout simplement par les informations sensorielles, par même simplement des mémoires aussi qui reviennent et qui font que, bon, on va devoir décider d'agir d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est ce qu'on appelle l'intellect. On pourrait dire effectivement l'intelligence. Alors, intelligence, c'est intéressant parce que ça veut dire lire de l'intérieur. Donc, vous voyez, tout le monde en est doté. Ne vous dites pas, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Il y en a qui lisent plus ou moins volontiers intérieurement les choses. Et cette intelligence, c'est à la fois une capacité à raisonner, hein, à être sensé. Et là, je rejoins le fait d'avoir les pieds bien sur terre. Et puis aussi d'avoir cette capacité à être plus aérien, si je puis dire, et à avoir ces capacités de l'intuition. Vous sentez des choses, des fois, vous êtes capable de capter des choses très, très bizarrement. Euh, Ça vous est peut-être déjà arrivé, en fait, vous pensez à quelqu'un, et puis euh, cette personne vous téléphone. Vous décrochez. Ça m'est arrivé, mais vraiment, de décrocher le téléphone pour l'appeler. Le téléphone n'a pas sonné, la personne était au bout du fil.
pour vous dire que, voilà, quand il y a une connexion comme ça, eh bien, ça nous paraît magique, mais en réalité, c'est une de nos capacités, c'est-à-dire que on se connecte les uns aux autres aussi, hein, en fait. Il y a des connexions invisibles, hein, mais qui sont bel et bien là. Vous voyez, dans la matière, ben, il y a la matière grossière, dense, lourde, le roc, par exemple, hein, un bon granit, là. Et puis, vous allez avoir effectivement ben, les cinq éléments. Vous avez la terre, l'eau, le feu, l'air et même l'éther. Et donc, on a toutes ces formes subtiles. Et quand on va dans le subtil, eh bien, on se dit, oui, mais là, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Ben, c'est vrai, vous avez raison. Par exemple, les ultraviolets et puis les infrarouges, hein, au niveau visuel, hein, au niveau de vos yeux, enfin, les organes sensoriels ne permettent pas de les voir. Pourtant, aujourd'hui, on les utilise, on les connaît. Bon, alors ça demande un certain savoir et une certaine technologie, mais néanmoins, c'est pas parce qu'on ne les voit pas avec nos organes sensoriels que ça n'existe pas. Et ça va nous permettre vraiment de réaliser que au niveau du soi, eh bien, on a une partie grossière apparente, et puis il y a toutes ces parties subtiles. Et plus on va dans le subtil, plus il va falloir des outils spécifiques pour pouvoir les capter, pour pouvoir finalement découvrir quelque chose de vraiment profond en soi et dans des vibrations très, très élevées, des fréquences en fait très élevées. Et donc les pensées, en fait, suivant les pensées que nous avons, eh bien, cette vibration va être plus ou moins basse ou plus ou moins élevée. Quand on dit de quelqu'un qu'il est lourd, je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous avez compris, effectivement, c'est une pensée qui n'est pas très jolie, pas très agréable, hein, et qui met mal à l'aise en fait. Dans le yoga, on va justement apprendre à travailler la qualité de sa pensée pour être euh, dans une vibration beaucoup plus subtile. Et puis pour retrouver quelque chose que l'on cherche spontanément, c'est-à-dire on a envie d'être heureux, on a envie de se sentir bien. Ça, on n'a pas besoin de nous pousser pour ça, sauf, sauf quand il y a eu des traumatismes. Des traumatismes où finalement, il y a des choses qui peuvent être récurrentes. Et puis, euh, quand on pense qu'on n'est pas digne d'être heureux, par exemple, parce qu'on on nous a dit des choses qui n'étaient pas sympathiques. Des fois, même dans l'enfance, il y a des fois des choses qui n'ont pas été très, très gentilles à notre égard. Et puis, on a gardé ça en nous. Donc, le but du yoga, ça va être aussi d'apprendre à mettre toutes ces pensées-là, non pas euh, sous le tapis, mais à les transformer, à apporter autre chose. On sait que quand eh bien, on voit une situation, c'est ce que nous pensions qui fait qu'on va le regarder d'une manière ou d'une autre. Et cette manière-là va faire qu'on va être plus ou moins heureux. La même situation, on peut être plusieurs dans un même endroit et plusieurs personnes vont voir la chose complètement différemment. C'est-à-dire qu'elles pourront penser, oh là là, c'est terrible ce qui se passe là, ou alors, tiens, ça c'est un défi, ou alors, mais finalement, si je voyais les choses autrement, et ça, cet aspect-là, si je voyais l'aspect lumineux derrière cette situation, tout ça, c'est tout un art. Et justement, de se passer de la pensée grossière à la pensée subtile, à la pensée finalement qui permet à l'âme de s'envoler et d'être heureuse hein, et d'être bien tout simplement. C'est pas la peine d'en faire beaucoup, mais simplement de se sentir bien. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter toutes les épreuves. Non, les épreuves, il y en a tout le temps. Quand on est dans la matière, il y en a. Mais par contre, il y a plusieurs façons de les vivre. Donc, c'est important
de vraiment prendre conscience de ça. Quand une pensée fait mal, c'est qu'elle est justement dans le niveau le plus grossier. Et vous avez vu l'image qui était en présentation de cette séance, eh bien, euh, c'est ce qu'on appelle les trois mondes. Le monde terrestre, le monde matériel, on va dire, avec ben, tout l'univers, hein, en fait, avec toute sa densité et sa subtilité aussi. Et puis, vous avez pu voir qu'il y a un monde plus bleu ciel et puis un autre un peu rouge orangé. Et là, ce sont effectivement des dimensions plus subtiles. Dans la deuxième partie, eh bien, c'est une dimension de l'être où on oublie notre apparence présente, mais on peut se sentir, par exemple, avoir envie de danser, etc. Et puis, on dit qu'on danse dans un corps de lumière. C'est un peu comme dans les rêves. Dans les rêves, hein, vous voyez, vous voyagez, vous faites des tas de choses comme ça, et pourtant, votre corps est bien au sol, sur le lit. Et pourtant, vous voyagez dans cette dimension qui est un petit peu plus subtile. Alors, nous, on va aller encore un peu plus haut. Et là, euh, voyez-vous, dans un corps de lumière. Mais en fait, finalement, ce corps de lumière, c'est encore plus marrant, c'est que il est ni masculin ni féminin. C'est de la lumière, c'est tout. Et ça peut vous permettre effectivement de communiquer. C'est finalement avec ces corps subtils qu'on va pouvoir aussi capter aussi les pensées des autres d'une certaine façon. On va pouvoir communiquer les uns avec les autres sur une dimension subtile. Et donc, pour nous, ça va être de rentrer dans ces possibilités-là et voir que l'âme, donc, qui est ce point de lumière, elle appartient à une dimension carrément incorporelle. C'est-à-dire, alors là, on fait même abstraction de la forme. Et pourtant, tout ça, ça s'emboîte. Tout ça, c'est en fait euh, intégré. On a tendance, c'est vrai, que des fois à séparer parce que c'est une vue de l'esprit. On a besoin des fois de visualiser des dimensions comme ça. Mais en fait, tout en étant dans votre corps là, je peux vous dire, ben, venez me voir à Niort, là, en fait. C'est un endroit où c'est très vert. Voilà, j'ai la chance d'être un petit peu à côté d'un petit bois alors que je suis en ville. Et ok, vous avez pu imaginer, par exemple, justement de la verdure et tout ça. Et quelque part, subtilement, quelques secondes, vous êtes venu. Alors, vous voyez, par la pensée, on peut voyager. Quand on est dans une situation désagréable, par exemple, euh, eh bien, voilà, moi actuellement, j'ai un traitement et donc, parce que mon corps a été désorganisé, on va dire, et puis ben, la situation n'est pas forcément toujours très confortable. Mais par contre, par la pensée, je peux m'évader. Je peux penser à autre chose et laisser les soignants s'occuper de moi. Donc, c'est là qu'on voit que on peut vivre une situation de façon plus légère et puis euh, passer en fait à autre chose. Une fois que c'est passé, c'est passé. Et ça laisse pas des empreintes désagréables. Et même au contraire, finalement, il y a des fois où j'ai eu des méditations comme ça très amusantes. Et les soignants, des fois, étaient surpris de me voir sourire, hein, en fait, après, après un moment qui aurait pu être désagréable. Donc, pourquoi j'ai pu faire aussi ce voyage-là? Eh bien, de la même façon que
Il y a des adultes qui accompagnent les enfants dans le monde de la matière, qui sont nos accompagnateurs, hein, qui nous font faire nos premiers pas, qui nous suivent à l'école, etc., etc. Eh bien, nous avons aussi la possibilité d'être accompagnés aussi dans ces plans subtils. J'aime bien penser des fois aux guides de montagne, hein. Si vous voulez aller faire un périple en montagne, c'est bien d'être accompagné parce qu'il y a des dangers que vous ne voyez pas forcément. Et les guides de montagne sont aguerris à ça, ils connaissent, hein, en fait. Et ils vont pouvoir vous prévenir des écueils, ils vont pouvoir vous dire, attention, on va. Et donc, dans la méditation, ça va être un peu la même chose parce que plus on va dans les plans subtils, plus on va dans les mondes, dans les sphères de l'esprit, en fait, plus on risque de s'égarer parce que par l'esprit, je viens de le dire, en fait, on peut travailler l'imagination. Mais par contre, cette imagination, bah, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas euh, maîtrisée, eh bien, on peut partir dans des délires les plus enfin, d'une façon qui peut être problématique. Donc, c'est important aussi de pouvoir réguler notre façon aussi de penser les choses. Et nous allons, pour cela, euh, reprendre vraiment la forme du point et la dimension lumière, parce que tant qu'à faire, autant prendre, si je puis dire, le guide le plus expérimenté, c'est-à-dire celui qui est dans les plans les plus subtils, au plus haut, et qui a une vision globale. Quand on a une vision globale, eh bien, on peut percevoir des choses qu'on ne voyait pas quand on était en bas. Vu d'en haut, on a d'autres perspectives. Alors, cette âme qui est dans cette dimension, on va dire que c'est le gardien de cette dimension et il a une spécificité par rapport à toutes les âmes. C'est un point de lumière comme nous, absolument identique, avec un mental, un intellect et puis des mémoires. La particularité, c'est que il s'incarne jamais, c'est-à-dire dans le sens où il n'a pas de corps qui lui soit propre. Pourquoi? Parce que quand nous descendons dans la matière, ben, nous nous mettons un petit peu au diapason de la matière au fur et à mesure. Et donc forcément, on va rentrer dans des vibrations plus basses. C'est comme les talons, c'est-à-dire, vous savez, il y a un mètre, enfin, en France, c'est comme ça, il y a un mètre qui est gardé, on dit c'est l'étalon, c'est la mesure. Quand on veut reprendre la mesure d'un mètre, on prend ce modèle-là. Et il est unique. Eh bien là, c'est pareil, dans la dimension la plus subtile qui soit, la plus élevée qui soit, il y a une âme qui est constamment stable, qui ne prend jamais de peine, qui est la sérénité même. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, l'âme, elle a une spécialité, c'est l'amour. Et sa spécialité à cette âme, c'est justement d'être finalement comme un océan d'amour. C'est-à-dire, elle ne peut pas s'empêcher d'aimer, c'est comme ça. Et donc, vous imaginez que quand vous faites ce voyage et que vous allez de la forme la plus grossière à la plus subtile, et que vous retrouvez cet état, cette dimension où vous êtes ce point de lumière, cette conscience métaphysique, vous allez à côté de cette âme-là. Vous vous mettez sur la même longueur d'onde. Et là, vous êtes simplement en présence.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on se met en présence de quelqu'un, par exemple, qui est joyeux, on a tendance naturellement à retrouver le sourire. Quand on est agité, puis quelqu'un est paisible avec nous, eh bien, on va se calmer, on va retrouver euh, cette paix intérieure. Et là, eh bien, quand dans la méditation, on se retrouve dans cette présence, on retrouve tout naturellement notre état profond de paix et un sentiment d'amour naturel, parce que quand on est en présence de quelqu'un de bienveillant, on est en sécurité. On est en sécurité et on peut se sentir aimé, pas jugé, simplement être sous un regard totalement unique. Quelqu'un qui vous regarde avec un amour infini. Et comme nous n'allons pas souvent dans cette dimension, vous pouvez imaginer à quel point parfois il peut être seul. Quand vous y allez, vous pouvez imaginer la joie qu'il peut avoir de vous retrouver. Simplement être content de se retrouver. Vous savez, on peut être dans le noir et allongé à côté de quelqu'un, même sans se toucher, ça ne nous empêche pas de ressentir la présence de l'autre. Si on est chacun dans un état de sérénité, eh bien, on est au diapason. Eh bien là, c'est un peu ce qui se passe dans cette dimension. Je disais, le maître, c'est le maître étalon. Eh bien, là, pareil, il va être en fait notre point de repère pour nous rappeler qui nous sommes dans cette dimension la plus subtile qui soit, dans cette dimension qu'on avait oubliée. Au-delà de la forme, au-delà du nom qu'on peut avoir aujourd'hui. Et dans la forme métaphysique, dans la forme du point, le point est par essence métaphysique. La particularité du point, c'est qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Et ça, c'est quelque chose de particulier. C'est que dans cette dimension, on goûte à l'éternité, on goûte à l'immortalité. Alors, euh, cette âme particulière, je pense que vous avez deviné de comment certains peuvent l'appeler. Je ne sais pas comment vous l'appelez, si ça fait partie de votre vie ou pas, mais peu importe. Moi, quand j'ai pris les cours de Raja Yoga, non, j'avais pas forcément envie d'en entendre parler d'ailleurs. J'étais dans mes souffrances immédiates et puis ça, c'était un peu trop élevé pour moi. Et pourtant, et pourtant, dans ce contact, j'ai découvert toutes sortes de choses. De la même façon qu'on peut
être accompagné donc sur un plan terrestre par des adultes quand on est enfant, eh bien là, je me suis retrouvée comme un petit enfant, une âme toute nouvelle, qui ne sait plus très bien qui elle est, mais vous savez, quand on ne sait pas encore les choses. Et là, j'ai accepté simplement d'être accompagnée. Et il est devenu mon meilleur ami. Et dans le silence, j'ai pu réaliser que même sans les mots, il se passait quelque chose. Alors, vous voyez, sur un plan terrestre, il y a un petit chat qui s'est invité chez nous. Et je me dis, c'est quand même étonnant parce que, bon, moi, c'était pas forcément mon truc, les chats. Et puis, eh bien, il sait se faire comprendre. C'est très drôle parce que je me dis, mais même avec les animaux, on peut avoir une communication subtile sur un plan grossier. Alors, comment ça ne serait pas possible avec un être qui, en fait, me connaît mieux que personne? Parce que lui, il a la vision totale et lumineuse de tout ce que je suis. Quand vous êtes en face de lui, il voit toute la lumière qui est en vous, alors que nous, on part du bas et on se dit, oh là là, il va voir toute la noirceur, ou tous les travers, ou toutes ces choses. Et ça, quelque part, j'ose pas dire, je vais pas parler pour lui, mais c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il le sait. Mais qu'en même temps, toutes les choses qu'on fait de travers, c'est quoi? Eh bien, c'est l'expression de l'âme et de toutes ses qualités. L'âme, elle est ce point de lumière et elle est un concentré de qualités profondes. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de l'amour, on a parlé de la sérénité, on pourrait parler de la bonté, de la bienveillance et plein, plein d'autres vertus comme ça. Eh bien, tout ça, c'est en vous. C'est un petit peu comme votre ADN au niveau physique. Eh bien, au niveau métaphysique, notre ADN, ce sont les vertus divines. Divine, c'est intéressant parce que le mot prononcé, euh, ça veut dire dit, c'est la lumière du jour. D'ailleurs, vous avez le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le jour de la Lune, le jour de Mars, le jour de Mercure, le jour de Jupiter, le jour de Vénus, le jour de Saturne. Et puis alors, pour dimanche, eh bien, c'est mieux de le dire en anglais, mais c'est Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil. Et donc, dit, Dieu, en fait, ça veut dire la lumière du jour, celui qui éclaire. Et puis, après la nuit, le jour. Après avoir été dans l'obscurité, après avoir été dans l'ombre, la lumière réapparaît, pleine de promesses, cette journée qui s'annonce. Et donc, vous voyez, ce voyage de l'âme, eh bien, c'est justement de redécouvrir l'âme sous un nouveau jour. Qui suis-je? Et sous ce regard subtil, eh bien, on va découvrir qui nous sommes. Je disais qu'il y avait des travers et des parties qu'on croit sombres comme ça. Souvent, ben, c'est simplement une question de curseur et d'équilibre. Par exemple, quelqu'un qui peut s'impatienter, en réalité, est très patient, fondamentalement patient. Pourquoi? Pourquoi il s'impatiente? Parce qu'il connaît la valeur du temps. Quelqu'un qui est patient, il sait que chaque chose arrive en son temps.
et que les choses doivent se faire au bon moment. Alors, il y a plein de qualités comme ça. En fait, dès qu'elles sont en excès ou en manque, c'est ce qu'on appelle un défaut. Et dans la méditation, eh bien, on va apprendre à rééquilibrer ça, c'est-à-dire à retrouver ces qualités profondes, et à les rééquilibrer. En général, et ça vous verrez plus tard en fait dans la méditation, eh bien, euh, justement, quand euh, on sent l'urgence des choses, c'est important aussi d'être vigilant et d'agir au bon moment, et puis savoir attendre quand c'est nécessaire. Et là, il faut mettre le curseur. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de sa vie et vraiment de se rectifier soi-même, pas le voisin. C'est le soi qui est important. Et cet être divin, lui, il a toutes ses qualités en parfait équilibre. Vous vous rappelez? C'est le point de repère. C'est l'étalon, en fait, de toutes les vertus dans la plus grande stabilité qui soit. Et dans la méditation, eh bien, quand je vais aller à sa rencontre, je vais pouvoir la- l'inviter à me renvoyer cette image de patience. Quand on médite, eh bien, on part des fois avec une bonne intention, puis tout d'un coup, pouf, les pensées s'en vont, et puis ça y est, on n'y est plus. Et notre accompagnateur, il est toujours là, comme un ami patient. Puis il attend qu'on revienne. Et là, bah, c'est pas la peine de s'en vouloir. Simplement, ok, on se remet au diapason. Ok, très bien. On apprend à se pardonner, en fait, sous son regard. Ça va être important parce que très souvent, il y a plein de choses qu'on ne se pardonne pas et c'est ça qui font que les pensées partent dans tous les sens. Donc, on va voir qu'en retravaillant les qualités profondes de l'âme, en se mettant au diapason, comme ça, de cet être le plus sublime qui soit, eh bien, je vais apprendre justement à sublimer toutes ces choses-là. Alors, derrière ça, le mot sublime, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui transcende, c'est quelque chose qui nous fait aller au-delà. Pour se transformer, hein, le mot en français, transformer, ça veut dire aller dans une forme supérieure, une forme au-delà, au-dessus. Intéressant. Et dans la méditation, on va du plus grossier au plus subtil. Et donc, on va monter d'un cran pour voir les choses autrement. Et quand on se regarde positivement, quand on voit qu'on a des capacités, quand on voit qu'on a cette capacité à aimer, alors que parfois on a été tellement blessé qu'on a tout fermé. Des fois, on a tout verrouillé pour pas avoir de sentiments, pour pas sentir de souffrance, pour des choses comme ça. Et en fait, ça nous rend profondément malheureux parce que c'est pas la nature de l'âme. Elle a besoin d'exprimer ce qu'elle est, d'être qui elle est. Donc, en étant sous le regard de cet être qui est l'amour infini en personne, on pourrait dire, eh bien, je vais m'autoriser de nouveau à aimer, sans risque. Pourquoi? Parce que il est aussi protecteur. Je disais, cette dimension-là est une dimension où nous sommes en sécurité. C'est important pour être paisible d'être en parfaite sécurité. Donc, ok, je vais m'autoriser
aimer. Et je vais réapprendre à aimer. Et ça fait un bien fou de laisser circuler cette énergie qu'on avait bloquée. Parce que ça va finalement aussi même avoir des effets sur le corps qui fait que cette énergie-là, elle recircule. Et quand tout recircule correctement, c'est ce qu'on appelle l'état de santé. Et on va voir des fois quand on est malade, c'est simplement parce qu'on a bloqué certaines choses, par peur, euh, par désir de protection, par toutes ces choses-là. Donc au lieu de le chercher au niveau le plus grossier et auprès des gens qui sont autour de nous, parce que eux aussi sont dans la même situation que nous. Donc on leur demande des fois de nous aimer alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément connu cette chose-là, vont être maladroits, non pas parce que ils vous aiment pas, mais c'est simplement parce qu'ils savent plus aimer non plus. Et finalement, de quoi ils ont le plus besoin? Eh ben, c'est qu'on les aime aussi. Alors, pour ça, nous-mêmes, comme nous sommes des fois blessés, nous ne pouvons pas faire ce pas-là. Et ça aussi, dans la méditation, on va aller réapprendre et on va aller interroger cette âme-là. Comment je peux à nouveau aimer? Comment c'est possible? Alors, je vois, c'est Meyanote, Nadora. Tu voulais dire quelque chose? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Meia-Noite Naroda, c'est du brésilien. Ah, Ça veut dire minuit. ah, excellent. J'avais une question à vous poser. Je n'osais pas trop vous couper parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Et ma question, c'était pour savoir si vous aviez remarqué la même chose. J'ai remarqué au tout début de mon expérience de méditation que mon esprit était très tendu. Et tout à l'heure, vous parliez de blocage. Et je pense que c'est lié par rapport à tous ces blocages-là. Et j'ai le sentiment même que c'est dû en fait à toutes nos pensées que l'on retient. Et j'ai remarqué que le blocage, il se situe dans une zone spécifique qui est physiquement, on peut physiquement le ressentir. Et moi, je l'ai situé à peu près au milieu du cerveau. Et j'ai réussi à détendre cette partie-là de mon corps. On dirait c'est pas un muscle, mais c'est tellement physique que on le ressent vraiment, quoi. Et je voulais savoir si vous aussi, vous aviez, euh, vous aviez remarqué cette particularité-là de l'esprit. Tout à fait. Effectivement. Alors, c'est vrai aussi que, par exemple, quand on va méditer sur le point, on peut avoir tendance, hein, parce qu'en fait, on concentre en fait, l'énergie au centre du front. Euh, Ça peut être une façon, effectivement, qu'on a aussi de créer une tension. Alors, quand on dit au centre du front, euh, c'est important de se poser de façon légère. Je suis ce point de lumière, mais d'une légèreté infinie. C'est-à-dire que je vais aussi libérer les tensions même qu'il peut y avoir au niveau du visage, de relâcher la mâchoire, etc. D'avoir vraiment, de ressentir de l'intérieur cette capacité en fait à retrouver ma nature la plus subtile. Vous voyez, quand on assiste là justement de passer du grossier au plus subtil, c'est aussi ça. C'est-à-dire, voilà, je vais relâcher des tensions. Et effectivement, on peut penser, je suis au-delà de ce corps. C'est aussi une façon
de mettre de la distance par rapport à ces tensions. Mais quand vous allez voir au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous regarder avec bonté, c'est-à-dire à apprendre à vous apprécier. Eh bien, vous allez voir que ça va disparaître tout doucement. Des fois, il y a simplement le fait que quand on a été petit, plus ou moins, si on a eu une éducation plus ou moins stricte ou quoi que ce soit, on a eu tendance des fois, en fait, à essayer de bien faire les choses et d'être un peu tendu comme ça. Ça, c'est en fait une impression acquise. C'est pas la nature de l'être. Et donc là, c'est important. Vous voyez, l'attention, c'est le désir de bien faire. Et comme je disais, il y a des vertus, il faut voir toujours quel est le pendant. Et donc, le pendant, c'est apprendre à être détendu. Donc, détendu, ça veut dire, OK, allez, je ne me relâche pas complètement, mais je relâche l'attention, j'y ai droit. Vous voyez? L'être qui est tout au-dessus, lui, il a aucune tension, aucune compression, aucune tension. Et il nous accueille de cette façon-là. Comme un petit enfant, vous voyez, même faire l'expérience d'être comme si vous étiez son petit bébé. Vous voyez, les bébés, comme ils sont capables de se relâcher, de faire un peu la poupée chiffon, vous savez? Eh bien, ça aussi, ça peut être une méditation. Alors, merci de me faire faire aussi le pont avec un autre type de méditation qui va être intéressante, c'est d'établir toutes sortes de relations avec cette âme, ce point de lumière, celui qui est au plus haut. Et je peux être son enfant à volonté. C'est-à-dire que même quand j'ai vécu quelque chose où j'ai eu un chagrin, où j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a fait de la peine et tout ça, je peux aller, comme un petit enfant, aller me blottir dans ses bras. Vous vous rappelez, je vous ai dit, entre les deux, donc, il y a la dimension lumière avec la dimension où il y a tous les points de lumière, toutes les âmes qui sont dans cette dimension. Et puis la dimension intermédiaire par rapport au monde physique. Et là, vous pouvez en fait imaginer votre corps comme un corps de bébé, justement, un petit corps de bébé lumineux, là, comme ça. Et vous vous laissez porter. De la même façon, vous allez voir cette âme-là et dire, voilà, ben, je vais lui prêter un corps de lumière pour qu'on puisse se rencontrer dans cette dimension. Et acceptez simplement de vous mettre dans ses bras et de vous laisser bercer. C'est une méditation très douce, très réconfortante et qui va permettre de vivre un état de détente naturel sans que vous fassiez d'efforts en disant il faut que je me détende. C'est comme quand on dit à un enfant à l'école, il faut se concentrer. C'est le meilleur moyen pour que l'enfant ne se concentre pas. Il va se tendre, mais pas se concentrer. La concentration, c'est quand on regarde quelque chose qu'on aime et puis ben, en fait, il n'y a plus rien autour. Hein, quand un enfant joue, des fois vous l'appelez, il ne vous entend même pas tellement il est dans son truc. S'il s'amuse vraiment, s'il est vraiment très bien, ok. Et bien là, pareil, dans la méditation, si vous êtes dans cet état où vous vous abandonnez comme ça, en fait, et puis ben, vous profitez d'être sous ce regard aimant, profitez-en parce que c'est vraiment quelque chose qui va être comme un bain, en fait. Hein. On dit aussi qu'il est l'océan d'amour. Et donc, c'est aussi, vous voyez, c'est même encore une autre image. Et à ce moment-là, je vais me baigner comme ça, en fait. Je vais laisser me porter. Je vais me laisser porter. Et derrière ça, ces méditations, moi, c'est ce que j'ai vraiment découvert hein, avec le temps, c'est que justement, ces pratiques-là m'ont permis de guérir progressivement des blessures, de recevoir de l'amour que j'avais pas forcément eu.
tout simplement parce que les gens étaient maladroits autour de moi. Je n'en veux pas. Je vais dire, il n'y a même pas à les pardonner, c'est que c'est comme ça. Et à ses côtés, eh bien, en fait, j'ai pu me dire, mais oui, mais eux aussi, ils ont souffert. Parce que s'ils savent plus aimer, c'est qu'ils ont souffert. Et donc là, j'ai pu éprouver une miséricorde aussi importante, c'est-à-dire vraiment de se dire, bah, eux aussi, j'ai pu avoir à ce moment-là des pensées d'amour, en fait, des pensées réconfortantes à leur égard, alors que c'était pas le cas avant. Vous voyez le changement de conscience. J'ai pu sublimer même des fois les pensées amères que je pouvais avoir vis-à-vis d'eux. Et voyez que justement cette proximité avec l'être le plus sublime qui soit nous fait toucher à quelque chose de très beau, parce que quand on redevient capable d'aimer des gens qui vraiment pas toujours été corrects, ça, c'est encore une autre dimension. Vous voyez. Donc, dans la méditation, vous voyez, c'était vraiment un voyage parce que vous allez découvrir des parties de vous-même que vous n'imaginiez même pas, même se dire, mais est-ce que jamais j'aurais pu être capable de faire ça? Et sans forcer. C'est vraiment dans cette douceur profonde qu'en fait. Et là, on dit qu'il y a trois relations essentielles à pratiquer dans la méditation avec cette âme suprême. C'est le Père, le professeur et le sage. Alors pourquoi ces trois? Eh bien, ça m'a fait penser en fait à l'énigme du sphinx. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quel est l'animal qui est le matin à quatre pattes, sur deux pattes pendant la journée et sur trois le soir, hein. Ça vous dit quelque chose? Donc on parle de l'homme, bien sûr, quand il est bébé, il est à quatre pattes. Quand il est adulte, il est sur deux pattes. Et puis, quand il vieillit, il a une canne et donc il est sur trois pattes. Eh bien, la relation de père, c'est ce qui va nous permettre, j'allais dire, de réviser l'enfant que nous avons été, et qui n'a pas eu tout ce qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin. Et donc là, on va aller chercher auprès de ce père. Alors le père, hein, par principe, c'est celui qui donne une identité. C'est celui qui reconnaît l'enfant, qui lui donne une existence. Ça veut dire, je reconnais que tu existes. C'est pas rien. Suivant ce qu'on a vécu, on a pu être mis de côté, on a pu être déconsidéré, être bon, la personne qui gênait, etc., etc. Et là, eh bien, on est sous un regard où tout d'un coup, on peut être un enfant à part entière, mais un enfant qui a tous les droits d'être aimé dans sa totalité et à l'infini. Et ça va avoir un effet euh, vraiment transformateur qui va permettre justement de sublimer justement ces souffrances profondes tranquillement. Moi, je sais que la première relation que j'ai utilisée pratiquement quand j'ai médité avec cet être-là, j'ai dit, ben, je vais faire de toi mon psychanalyste, c'est-à-dire que je ne te vois pas, je ne te connais pas, hein, je ne sais pas trop bien qui tu es, je vais m'allonger et puis je vais te raconter mon histoire. Alors, je peux vous dire que j'ai pleuré, hein. Mais ça m'a fait un bien fou. Et donc, je l'imaginais toujours derrière moi. C'était drôle, hein, comme le psychanalyste, vous savez, derrière le divan. Et donc, j'avais fait cet exercice. Bon, après, ça m'est passé, mais euh, parce que justement, j'ai pu éprouver le besoin de tout ça après. Et puis, effectivement, j'ai eu cette relation de père et mère. Et donc, j'ai profité pour guérir un petit peu ces relations que je vivais pas forcément toujours très bien. Et puis le professeur, eh bien, c'est celui, vous savez, qui vous apprend des tas de choses, qui vous ouvre sur le monde, qui vous fait découvrir
toutes sortes de choses que vous auriez même pas imaginées. Il vous fait apprendre des trucs auxquels vous n'auriez même pas pensé. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, c'est ce qui va nous permettre d'aimer la vie. Parce qu'en fait, la vie, elle est passionnante. Quand tout d'un coup, on découvre une chose, une autre et tout, et qu'on apprend. Parce que tant qu'on est superficiel, bof, c'est pas très intéressant. Je me souviens toujours une fois, j'avais vu une émission, il y avait un scientifique qui parlait des champignons de Paris pour qu'ils soient blancs, vous savez. Enfin, et je me disais franchement, se passionner pour un truc pareil, quand en fait, ben oui, il faisait des recherches parce que les gens aiment que les choses soient belles, propres et tout ça. Mais il en parlait avec une telle passion, il avait découvert toutes sortes de choses et tout, et il était intarissable. Et je me disais, il avait un enthousiasme, mais qui était communicatif. Et voyez, pour quelque chose d'aussi banal que des champignons, en fait. Mais il y en a qui sont passionnés par les animaux, par les plantes, etc., etc. Et là, on va voir que euh, quand on apprend, eh bien, ça nous aide aussi à développer le goût de vivre. C'est-à-dire que même s'il y a des moments difficiles dans la vie, il y a toujours d'autres choses à apprendre, d'autres choses à découvrir, où on va pouvoir stimuler notre énergie de vie, où on va pouvoir finalement euh, être passionné par tout ça et puis se dire, mais si, ça vaut le coup. Donc, vous voyez, la relation avec le professeur, ça peut être, est-ce que tu pourrais me donner des tuyaux là, parce que j'aimerais bien comprendre ça. Alors, bon, attention quand vous demandez quelque chose parce que ça marche. Et donc, vous pouvez avoir aussi les tests qui vont arriver pour vous faire comprendre les choses. C'est pas toujours très, très attendu, mais en attendant, vous allez comprendre enfin, avoir la clé, la réponse à votre question, et vous allez le ressentir pratiquement dans votre chair quand on fait. Donc, la relation avec le professeur, c'est vraiment avoir ce goût d'apprendre, et en fait, c'est jusqu'au bout. Et alors, la relation avec le sage, eh bien, c'est voilà, celui qui a la sagesse, qui a été capable de faire l'équilibre entre les choses, qui se cache pas derrière le petit doigt, qui sait très bien qu'il y a des épreuves, qui sait très bien que, mais en même temps, qui a tiré les leçons en fait euh, de la vie, c'est-à-dire que lui, il nous voit aussi fonctionner, il voit comment on tombe, mais il voit aussi comment on se relève. Et c'est pour ça qu'il a toujours foi en nous. Nous n'avons pas forcément foi en lui, mais lui, il a toujours foi en nous. Et ça, aller voir le sage qui a toujours foi en nous, c'est pas rien. Et puis, le sage, c'est celui qui va nous apprendre ben justement, vers la fin de vie, ben, il faudra quitter ce corps. Et pourtant, ce corps, on s'est bien accoquiné avec lui. Et donc, ben, on ne le lâche pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, il va falloir apprendre hein, on dit comme le serpent change de peau, hein, il mue. Eh bien, de la même façon, euh, ça va être intéressant aussi de l'interpeller sur justement comment je fais pour aller dans les plans les plus subtils de l'être, où je suis libérée de cette enveloppe-là, où je ne me réduis pas à cette forme-là, parce que, comme on disait, l'âme est éternelle, et donc vous pouvez bien deviner que, en fait, si vous êtes là, c'est que vous avez eu plusieurs vies. Eh bien, toutes les mémoires d'autres vies, elles sont en vous. Il y a des choses dont vous n'êtes même plus conscient, mais finalement, vous avez été des êtres absolument admirables. Et vous le savez au fond de vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on réagit quand on n'est pas à la hauteur ou quand euh, ben, on n'est pas comme on voudrait être. Parce que tout simplement, au fond de soi, on sait qu'on a été quelqu'un de bien, mais vraiment profondément. Et comme on a le même ADN que cette âme suprême, eh bien, on va redécouvrir progressivement en quoi on lui ressemble. Alors, Tania, j'ai vu que tu avais levé la main.
Non, non, j'ai pas bonjour. Non, non, j'ai pas levé la main. J'ai Ah, dû faire un petit coucou. d'accord, ok, Non, bon, non, bah, très bien. je vous écoute avec beaucoup de bonheur. J'ai Voilà. l'impression d'être en constante méditation et j'apprends beaucoup. Alors, vous êtes en train de dire quelque chose de très, très important. C'est que, Ah, vous voyez, la méditation, eh bien, vous voyez, on peut être en train de discuter, là, comme ça, tranquillement, et en fait, c'est de la méditation. C'est-à-dire que on voyage au moment où on parle. Alors, c'est sûr que l'interaction, là, elle n'est pas encore très... euh, j'allais dire, il y a pas de rebondissement suffisant, mais en attendant, euh, on peut voyager ensemble. Et en fait, on voyage ensemble dans les mêmes dimensions, on retrouve ces choses-là. Vous voyez, le yoga, c'est ça aussi. C'est de pouvoir partager les choses comme ça, de vibrer ensemble. Et ça permet de réaliser que dans le quotidien, la méditation, c'est pas seulement je m'assois à un endroit et puis voilà, je vais méditer sur le point, je vais méditer, voilà, ok. Je vais méditer sur mes qualités, parce que je vais en avoir besoin dans ma journée. Parce que si par exemple, je dois être très attentive, très vigilante, très précise, par exemple dans mon travail, hein, eh bien, je vais me visualiser le matin avec cette précision, c'est-à-dire qu'on va visualiser le soi en train de réussir. Et là, ça va donner une énergie incroyable. Et donc là, cette rencontre avec le suprême, c'est aussi, on dit qu'il est le générateur. Nous, on est un petit peu comme des batteries à la fin euh, d'un cycle, on verra ça, vous verrez ultérieurement, et on va recharger les batteries. Donc, quand on est à plat, eh bien, on va à la pompe, on y va et on se branche. Et il faut pas hésiter à se dire, voilà, j'ai besoin d'énergie, allez, vas-y. Ça me fait penser, vous savez, à cette image à la chapelle Sixtine, là, en fait, en Italie, où on voit Dieu et puis Adam avec, hein, c'est les deux doigts, là, qui se rejoignent comme ça. Eh bien, voilà, ils établissent la connexion. C'est ça le Raja Yoga, en fait. Si on devait avoir une image occidentale pour exprimer ça, c'est, voilà, on se connecte et puis le courant passe. L'énergie passe. Regardez quand vous êtes à plat et que quelqu'un vous donne la main, vous avez plus la force d'avancer, mais on vous donne la main. C'est comme si vous receviez un influx. Vous voyez, au niveau physique, eh ben, au niveau subtil, il se passe exactement la même chose. Donc, il ne faut pas se priver. C'est-à-dire, OK, je tiens sa main. Et puis voilà. Et quand je suis dans une situation un peu délicate et que je ne sais pas trop bien quoi faire, plutôt que de partir dans des pensées et puis de se dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Ok, allez, j'y vais. Je tiens ta main, tu m'accompagnes, là j'ai besoin de toi. Et là, ben, voyez, faites des expériences, parce que l'intérêt, c'est ça. C'est les expériences que vous allez faire qui vont faire que vous allez dire, bah oui, ça m'est arrivé, ça a marché, et je l'ai fait plusieurs fois, et ça marche encore. Et vous allez prendre plaisir à faire ça. Donc vous aurez même plus à vous dire, oh là là, il faut que je m'assoie pour aller méditer, oh là là, il faut que je prenne l'heure pour aller méditer, etc. Bien sûr, il faut qu'on ait des petits repères comme ça, parce que ça permet d'avoir une routine. Ça, c'est plutôt pour le corps, parce que le corps, lui, il a besoin de régularité. Parce que bon, ce serait un peu difficile à expliquer, mais en fait, quand vous méditez, vous mettez votre corps dans un certain état où il va produire certaines substances et tout ça. Et si vous le faites régulièrement, ben lui, il va prendre l'habitude de le faire. Et le jour où vous n'êtes pas tout à fait aux commandes de l'âme, en fait aux commandes du corps plutôt, eh bien, à ce moment-là, le corps, même quand il reprend le dessus, eh ben, il va reprendre ces habitudes-là
que vous avez instillé, ce qui fait que ça va être une protection. Donc, vous voyez, la méditation, c'est en fait à tout instant. Pour moi, c'est important de réaliser que j'ai pas une vie à l'extérieur et puis j'ai une vie intérieure, hein, et puis voilà, j'ai mes temps de méditation et tout ça. Non, je vis à l'intérieur et à l'extérieur, en fait. Je fais le lien entre les deux et je fais appel quand j'ai besoin, en fait, et je me connecte par plaisir. C'est intéressant aussi d'avoir cette par plaisir. Parce que vous voyez la relation de, si on fait de cet être suprême, alors je disais que dans le Raja Yoga, en fait, on lui donne un petit nom, puisque c'est le Père, en fait. Hein. Le Père, c'est celui qui nous donne hein, donc cette identité. Euh, comment un enfant appelle son père? Ben, nous, on dit papa. Mais en fait, dans le monde entier, le mot le plus utilisé pour dire papa, je ne sais pas si vous le savez, c'est baba, en fait. Alors, c'est beaucoup plus doux, hein, le peu et le be, c'est le be, il est beaucoup plus tendre, quoi, d'une certaine façon. Et donc là, euh, je vais pouvoir, en fait, le, l'amener avec moi. Il m'accompagne pour tout. Ça va être aussi amusant parce que même quand je fais à manger, un truc tout bête, parce que ça, on le fait tous les jours. Et vous vous dites pas, j'ai pas le temps de méditer, hein, en fait. Parce que tout simplement, eh bien, lui, il est dans la dimension suprême. Lui, le monde physique, c'est pas son truc. Mais quand vous avez un ami et que vous l'invitez chez vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lui faites visiter votre contrée. Vous lui dites, ah, ben, t'as vu, regarde ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eh ben là, c'est pareil. C'est de se dire, bah, écoute, toi qui es dans le haut de sphère, là, bien, je viens te montrer. Ici, tu vois, il y a des super légumes, il y a des super trucs et tout. Puis tu vois, regarde, quand on les coupe comme ça, quand on fait comme ça et tout, eh ben, on va faire quelque chose. Puis tu vas voir, c'est super bon. Et en fait, et de dire, voilà, bah, je vais te prêter mon corps, entre guillemets, de la même façon que toi, tu me prêtes tes yeux pour regarder les situations différemment, eh bien, bah, je vais te faire goûter. Et vous allez voir que, par exemple, les contrées que vous visitez, enfin, à côté de chez vous, vous n'y allez pas forcément. Les touristes y viennent, mais vous n'y allez pas. Et bien là, vous allez pouvoir avoir un invité de choix et finalement apprécier ce qui vous entoure. Et là encore, vous allez développer de la joie de vivre, en fait, d'apprécier des moments comme ça. Et c'est parce que vous allez mettre plein de petits points comme ça euh, où vous allez voir le côté sublime de la vie. Parce que finalement, être un Raj Yogi, c'est celui qui met du sacré dans l'ordinaire. Quand vous avez un invité de choix, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les petits plats dans les grands. Quelque chose qui aurait pu être une grande banalité, vous allez y mettre du soin. Vous allez faire les choses bien. Vous allez les faire avec plaisir. Vous allez y mettre tout votre amour. Et alors là, c'est une super méditation. Là, vous n'êtes pas obligé de passer par l'intellect, de dire c'est quoi l'amour, c'est quoi la joie, c'est quoi le bien-être, c'est quoi l'accueil, c'est quoi la générosité. Vous êtes en train de le vivre. Et ça, c'est le yoga. Le yoga, c'est quand vous vivez ce que vous pensez. Là, vous faites le lien entre le métaphysique et le physique. Donc, il nous libère finalement de la banalité du quotidien en nous aidant finalement à voir la magie qu'il y a dans notre quotidien. Et avoir le plaisir de dire, ben, j'ai fait la lessive et puis je vais mettre des draps propres. Le plaisir, des choses, mais aussi banales que ça. Mais ressentez comment vous êtes quand vous faites des choses bien comme ça.
quand vous avez envie de les partager parce que vous avez des invités et que vous avez mis des draps propres et tout, et que vous avez envie que tout soit comme il faut. Sentez comment vous êtes. Et vous êtes en train d'exprimer ce que vous êtes fondamentalement. Vous rappelez la question qui suis-je? Eh bien là, vous avez un aperçu de qui vous êtes. Vous voyez comment on fait le lien entre le quotidien et puis finalement l'éternel. Parce que cet amour de la vie, c'est au-delà de l'espace et du temps, c'est-à-dire que partout sur la Terre, on peut le vivre, et quelle que soit l'époque. Et l'âme, justement, elle est intemporelle, et puis elle est, on dit, alokik, elle n'est pas localisée, c'est-à-dire que on peut s'incarner dans tel pays, mais dans tel autre, et tout ça, parce que on va découvrir des choses différentes, des façons de voir la vie différentes, des façons surtout d'aimer la vie. Parce que, vous vous rappelez, l'âme, c'est une histoire d'amour. Et en fait, l'être suprême, euh, quelle est sa spécialité? Ouais, rappelez, après la nuit vient le jour. Eh bien, c'est celui qui donne vie, celui qui apporte la lumière. S'il n'y a pas de lumière, eh bien, en fait, on meurt. Donc, cette joie de vivre qui revient, en fait, au fond, elle va nous éclairer, j'allais dire, ça va irradier même, hein, en fait, dans notre propre corps. D'ailleurs, vous ne pourrez même pas vous empêcher, quand vous vous sentez bien, vous souriez. Vous n'avez pas besoin de vous forcer, ça se voit tout de suite. Il y a quelque chose, vous voyez le bonheur qu'on a de voir les enfants quand ils sont heureux. Ça vous fait du bien rien que de les voir. Pourquoi? Parce que ça fait écho. L'autre est comme un miroir. Il nous renvoie finalement à notre nature profonde. Qu'est-ce qu'on aime aussi voir les gens qu'on aime heureux? C'est vraiment, et ça nous donne une énergie incroyable. Et là, contre vents et marées, il peut se passer n'importe quoi. Et vous allez avoir une force incroyable. C'est ce qu'on appelle Shakti. Shakti, alors comme hier c'était le 8 mars, c'était la journée des femmes, et en fait on dit que Shakti, c'est l'énergie féminine qu'il y a en vous. Alors ça c'est valable aussi pour ceux qui sont dans les corps masculins, hein. Attention, l'âme elle est aussi bien féminine que masculine. Et donc cette force féminine, c'est-à-dire c'est quoi le féminin? C'est celui qui accueille l'esprit dans la matière, qui donne de l'esprit à la matière. Hein, puisqu'en fait, oui, finalement, même donner naissance à un enfant, ça se passe dans la matière, ça se passe dans l'intériorité, c'est vraiment en fait quelque chose qui ne se voit pas et pourtant qui va mettre au monde ce qui a été conçu. Et ce qui est conçu aussi, c'est de l'ordre aussi de l'esprit. Et en fait, c'est une âme qui vient, elle a été conçue, elle a été matérialisée, elle vient avec un corps matériel. Et donc, cette force-là, c'est cette force euh, vraiment féminine. Et en Inde, il y a vraiment ce symbole de Shiv Shakti. Shiv, c'est en fait Shiva. En Inde, Shiva, c'est un point. Mais ça veut dire aussi le bienfaiteur. Chez nous, on pourrait dire le bon Dieu, le bon, celui de la bonté, en fait, ce Dieu de la bonté, celui qui fait du bien de par sa bonté, et puis celui qui est la graine de la vie. C'est-à-dire que la graine, c'est ce qui fait redémarrer la vie à chaque fois. Vous replantez la graine en terre et la vie continue. Et la vie reprend de plus belle. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le vivant par excellence. Il est l'étalon de la vie. Et à chaque fois qu'on se connecte à cette âme, eh bien, on redevient vivant. Voilà, donc je pense que je ne sais pas au niveau du temps, je ne sais pas où ça en est, Béatrice. Tu t'es emporté tu nous amènes dans de belles réalisations par
des moments de réalisation, comme disait Tania, des moments de réalisation dans des temps de méditation en t'écoutant. J'aurais trois questions. Est-ce que quelqu'un a des questions avant? Des réflexions, des partages, des remarques? Pour revenir sur ce que tu Moi, disais, je oui, je voulais juste faire un petit partage, un moment de synchronisation. Au moment même où Goody, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, parlait de son chat, évoquait son chat, et ben le mien passait. Et ce qui est rigolo, c'est que je le regardais passer parce que c'est un chat que j'ai trouvé, qu'on m'a amené, et qui est pas joli du tout. Je rêvais d'un beau chat, comme un beau chat avec des longs poils, magnifique. Et on m'a apporté ce petit chat qui était très craintif, pas joli du tout, du tout. Et je le voyais passer là, au même moment où Goody parlait de son chat, et maintenant je l'adore. Voilà. Il est vraiment magnifique à l'intérieur et voilà, quand elle parlait de cette connexion qui était possible avec un animal, mais c'était vraiment à la seconde près, hein, je vous assure. C'est drôle, hein. Oui, oui, comme quoi l'espace-temps, voilà, on est loin C'est et tout près en même temps. complètement. quelqu'un d'autre à vous partager? Oui, une question? Oui, il y a quelqu'un. C'est Meyanote. C'est à toi, Meyanote. Tu veux t'exprimer? Oui. Goody, comment est-ce que vous surmontez les moments de solitude? Alors, justement, et c'est un point que j'avais oublié de noter, merci de le soulever parce que, justement, dans la mesure où on fait de cet être, c'est-à-dire que quand on redevient ce point de lumière, on peut aller dans cette dimension et être en sa compagnie à tout moment. Eh bien, on n'est plus jamais seul. Racontez-lui ce que vous vivez. Dites-lui simplement, à la limite, moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien, ce serait peut-être bien. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est très souvent, je me suis rendu compte que des fois, même en me promenant, les gens me disent que visiblement je souris. Je fais pas exprès. Bon, je suis comme ça depuis que je suis petite, hein, c'est pas un scoop. Mais tout simplement parce que j'aime bien. euh, je discute avec lui en fait, même quand je suis dans la rue comme ça et tout. Et c'est mon compagnon. C'est mon ami et puis je lui raconte les choses. Donc, lui faire partager tout ce que vous faites fait que vous serez plus jamais seul. Et puis alors, en plus, il va se passer une chose, c'est que comme je souriais bon, naturellement, comme on dit, sourire aux anges, eh bien, les gens me sourient. Et donc, en fait, les gens, très souvent, sont venus vers moi et en fait, j'étais plus seule, du coup. Voilà. Donc, c'est aussi de voir que le fait d'établir cette relation va créer une transformation, une sublimation en fait de l'être qui va faire que on va se manifester autrement et qui va faire que la relation avec les autres va aussi changer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des obstacles, hein. Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément d'accord ou quoi que ce soit, et alors ils ont le droit, hein. Il y a des choses, je veux dire, on n'aime pas tout, et justement quand on dit on réapprend à aimer, bien des fois, de la même façon que ton petit chat n'était pas forcément très joli et tu as fini par le trouver joli parce que tu as les yeux de l'amour, eh bien c'est pareil quand tout d'un coup on va se dire, tiens, cette personne, elle ne trouve pas terrible. Eh bien, moi j'ai connu des agressions, ben, notamment quand j'étais à Marseille, donc avec une arme dans le dos, un couteau à côté, enfin bon, je vous en passais des meilleurs. Et en fait, ben, j'avais cette présence avec moi, j'ai dit, mais ok, de toute façon, si karmiquement parlant, si je ne lui dois rien, ben, il ne se passera rien. Je me souviens de cette fois-là. Alors là, ça avait été très particulier. C'est que bon, j'étais assez jeune, hein, en fait. Il faisait nuit, j'arrivais dans un endroit où il n'y avait pas un chat, c'est le cas de le dire. Et en fait, je me suis dit, bon, ben voilà. Et je me suis tournée vers cette personne
Et je lui ai demandé quel est votre nom, mais comme ça. Et là, c'est un drôle de truc. Il a eu un regard, mais vraiment comme si il avait une vision d'horreur, quelque chose qui lui faisait terriblement peur. Il est parti en courant et en hurlant. Et je me suis dit, quand même, j'ai pas une tête effrayante à ce point-là. Voilà. Donc, je veux dire, quelle est la vision que mon compagnon lui a donnée pour euh, faire cette protection-là? Je ne sais pas. Ça, c'est son secret. Je le lui laisse. Mais en attendant, plus d'une fois, comme ça, j'ai eu des protections, en fait. Donc, voilà, c'est aussi cette relation, hein, ce yoga particulier qui fait que ne plus se sentir seul et puis apprécier la solitude avec lui. Parce que là, moi, je sais que personnellement, j'aime autant la solitude que la compagnie. L'un ne me dérange plus par rapport à l'autre. Quand je suis en compagnie, mais c'est merveilleux. Quand je suis seule, c'est merveilleux. C'est-à-dire que rentrer dans l'appréciation, vous verrez peut-être à la fin des cours, hein, on dit qu'il y a 4 piliers. Donc l'étude, l'appréciation, l'harmonisation avec les autres et la prise de conscience de toutes les qualités qui sont en soi. Vous voyez, c'est les 4 piliers du Raja Yoga. C'est-à-dire que euh, c'est ce qui va être constitutif de notre exercice. Et donc apprécier, tout apprécier, euh, ben, c'est un exercice. C'est pas facile, hein, ça c'est clair. Ça met du temps. Donc il faut être patient avec soi. Alors, il y a un aspect que tu as beaucoup souligné, qui est revenu souvent dans ton intervention là, ce matin, c'est justement de cette dimension de protection, mais aussi de s'autoriser à aimer en laissant circuler l'amour dans cette connexion avec lui. Et moi, j'avais une question, c'était justement, qu'est-ce qui fait qu'on n'accepte pas finalement, même si cette compagnie, on la réalise. Alors, il y a des moments auparavant, on ne croyait pas en Dieu, on l'a mis de côté. Bon, il y a eu toute cette partie-là que tout un chacun a plus ou moins vécu. Et puis, à ce moment où voilà, on se rapproche un peu plus de lui. Et puis, il y a des moments où finalement, on n'accepte pas cette compagnie. Qu'est-ce qui fait qu'on freine, en fait, à ouvrir son cœur à cette compagnie qui est totalement protectrice, comme tu dis. Alors, ce sont nos propres croyances, c'est-à-dire ce que l'on croit de soi. Donc on dit c'est l'ego. L'ego, c'est l'image que l'on s'est fait qu'on a dessinée de soi en fait. C'est-à-dire on s'est fait une image de soi. Si par exemple, ben, en fait, on se dit, ben, je je suis pas sociable ou au contraire, enfin bon, je suis pas ceci, enfin bon, peu importe ce que c'est. Si on tient à ça, si on s'entête, entre guillemets, dans cette idée-là, parce que c'est une façon de dire j'ai raison, puisque c'est comme ça qu'on a constitué notre identité. Vous vous rappelez, le père qui donne l'identité, c'est pas la même. Euh, nos parents ont pu nous donner aussi une vision de nous-mêmes avec nos frères et sœurs, etc., etc. Et puis, il y a justement ce qu'on appelle donc là, le soi qui a été constitué, et puis on s'accroche à cette image de soi, cette fausse image de soi, cette image vraiment limitée, et l'opinion des autres. Donc, si les autres, si le regard des autres est plus important, eh bien, forcément, on va se déconnecter, hein. On peut pas avoir deux référents, parce que sinon, on est dans deux mondes différents. Donc ça, et quand on est vraiment lié, on se pense dans la densité, qu'en fait, on se prend pour cette forme-là. Et bien sûr qu'on a des relations à avoir, mais c'est ce qui nous coupe d'en haut, c'est-à-dire ce qui nous coupe de notre partie métaphysique. C'est-à-dire, on a oublié qu'on avait une autre dimension. Hobbes. Ça ramène un petit peu à un point sur lequel tu es revenu aussi, cette culpabilité qui est venue à travers les religions, où finalement on est aussi dans cette connexion, tu es en haut, mais je ne suis pas digne. Donc ce sentiment de culpabilité qui nous empêche peut-être aussi de se rapprocher en fait de cette relation unique ou sublime. Tout à fait.
Et effectivement, culpabilité, ça veut dire couper en deux. On est coupé en deux. C'est exactement l'inverse du yoga. Le yoga, c'est on va unifier, on va rassembler, on va réunir. Et la culpabilité, c'est je suis coupé en deux. Au fond de moi, j'ai une conscience morale très forte. Et puis, j'ai une vision de moi qui est pas belle du tout. Et donc ça se télescope, ça va pas du tout. Donc c'est pour ça, le yoga, c'est justement aussi pour réunifier l'être que nous sommes, c'est-à-dire de nous voir dans notre globalité. Et j'allais dire, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, en fait, hein, il y a cette partie, donc là, il y a la tête, et puis en dessous, il y a le corps. Eh bien, quand on dit la conscience du corps, hein, en fait, c'est en dessous, c'est les chakras du bas. Et en fait, la conscience de l'âme, elle est bien ici. Et la parole, hein, en fait, le travail sur le verbe, sur la compréhension et tout ça, c'est par rapport ici. Et celui-là de chakra s'appelle la couronne. Donc, c'est la couronne du Raja, hein, en fait, aussi, du roi. Donc, quand on est coupé en deux, eh ben forcément, cette connexion, elle ne se fait pas. Et donc, c'est pas, on ne fonctionne pas vraiment. Alors, soit on est dans la raison, on est soi-disant cartésien, etc., etc. Et cetera. Et puis, l'intuition, rien à faire. Or, c'est une partie de nous aussi qui est très importante. De la même façon que si on s'occupe que de l'intuition et qu'on est un peu évanescent et puis qu'on manque de raison, quand on n'est pas raisonnable, eh bien, on est un peu fou quelque part, hein, d'une certaine façon. Et donc, là encore, on n'est pas unifié. Et là, ça pose des problèmes. Et c'est ça qui coupe le yoga, en fait. Alors, pour terminer, est-ce que quelqu'un a une dernière question, des remarques ou expériences, partage? Sinon, c'est le moment eh bien, de partager ton expérience du rencontre avec le sublime, justement, Goody. Il vient de Oui. partager un moment de méditation. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais il y a noté. Hein. Si tu peux ouvrir ton micro, mais il y a noté, parce que voilà. Oui. Alors, ma première rencontre avec le Suprême, c'est comme ça que je l'appelle, ça a été assez particulier. J'ai eu, c'était dans un moment où j'étais pris par mes croyances et, euh, et je me rappelle, ce jour-là, j'avais la respiration qui était très difficile et elle s'est débloquée d'un coup à force de m'exercer et j'ai eu très peur. J'ai eu, j'ai repensé à tout ce que les religions disaient, à l'enfer, au paradis, et, euh, et j'ai eu peur que bah, l'enfer existe en soi. Et je me suis rappelé toute ma vie, et j'ai constaté que j'avais rien à craindre du coup, parce que bon, j'ai fait quelques bêtises, mais ça vaut pas l'enfer quand même. J'ai le sentiment. Et puis je me suis calmé tout seul, et j'ai continué mes pratiques méditatives. Là, c'est intéressant parce que l'enfer, en latin, c'est inferno. Et ça veut dire, en fait, les mondes inférieurs. Donc, les parties les plus lourdes de la matière. C'est-à-dire que quand on vibre sur les fréquences les plus basses, nous sommes dans les niveaux de conscience inférieurs. C'est tout simplement ça. Et quand nous sommes dans ces niveaux de conscience, c'est là que nous souffrons. C'est là que nous avons vraiment des peines profondes et des choses comme ça. C'est là où on connaît la nuit noire de l'âme parfois, hein, justement. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il reste plus que le point de lumière. Et en fait, les mondes supérieurs, effectivement, c'est ça, c'est le paradis, c'est justement ce passage des mondes inférieurs en fait vers les mondes supérieurs. C'est-à-dire retrouver l'entièreté du soi. Merci Donc, beaucoup. quelles que soient les religions, c'est intéressant parce que les choses sont, il y a plein de choses qui sont dites, qui sont correctes, mais c'est le plan de conscience dans lequel on est qui est pas bon.
C'est-à-dire qu'en fait, on est mal positionné et donc, comme l'orientation n'est pas la bonne, ben, en fait, les fois, les choses deviennent fausses. Et par exemple, justement, ça peut amener à ces idées de culpabilité, etc., euh, qui sont inutiles parce que ça nous fait pas. Alors, à la fois, ça peut nous donner un petit coup de fouet, hein, un petit peu dire, allez, hop, on y va. Ça peut être une motivation. C'est pas une motivation très sympathique. Mais si c'est celle-là dont on a besoin, pourquoi pas? C'est quelque part celle qu'on choisit. Donc, c'est important de voir que finalement, on peut choisir aussi le chemin qu'on a envie de parcourir ou pas. Et de le faire en bonne compagnie surtout, quoi. Donc, rassurez-vous, il a rien de quelqu'un de moralisateur ni de quoi que ce soit. Il a plutôt la tendresse, justement, de dire pourquoi vous faites si mal quand en fait, alors que vous avez des capacités impressionnantes à votre disposition et il vous suffit de les utiliser. Et c'est vrai que utiliser la force de son esprit, c'est pour ça que la méditation va aider aussi à muscler, si je puis dire, son esprit, c'est-à-dire d'être capable justement d'apprendre à tenir, j'allais dire, le volant, on pourrait dire, du véhicule pour aller dans la direction qui est la plus droite possible, parce que c'est la plus courte. Et ça, c'était une prof de maths qui disait, mais en fait, il faut être feignant quelque part pour aller droit au but, hein. On évite les chemins de traverse, parce que là, on se perd, et quand on se perd, eh bien, on s'affole un peu, et puis on peut perdre confiance en soi et tout ça. Donc là, vraiment, droit au but. Alors minuit, c'est intéressant parce que vous verrez que quand ben, on voit une pendule, hein, en fait, on dit que finalement, à partir de minuit, c'est un nouveau jour qui commence. Donc, votre prénom est une vraie bénédiction pour dire qu'à partir de maintenant, un nouveau jour commence. Dit, on est prêt à un moment de sublimation. Alors, on peut terminer par une méditation euh, tranquille, euh, un peu comment on peut se parler à soi-même. Qui suis-je? Un être lumineux. Et cette lumière ne se voit jamais aussi bien qu'en plein milieu de la nuit, comme une étoile dans le ciel. Et les étoiles renvoient en fait la lumière du soleil aussi, comme la lune. Je suis à la fois lumière et je renvoie la lumière de l'astre le plus lumineux qui soit. Celui qui me réchauffe, celui qui me réconforte, celui qui me réjouit. Quand le jour se lève, tout est possible. Et je fais pétiller en moi cette vie profonde qui se renouvelle.
Je suis en compagnie du soleil de connaissance, celui qui m'éclaire, qui éclaire ma route. Celui qui est aussi un océan de connaissances. À la fois le feu et l'eau. Le feu qui réchauffe, qui dynamise, qui revitalise. Et l'eau qui rafraîchit, qui apaise. J'ai choisi la relation qui m'aidera à retrouver l'équilibre, ce bien-être intérieur qui va aussi transparaître à l'extérieur. Je profite de cet amour infini qui me régénère. J'en fais mon compagnon de voyage à chaque pas. Pour rendre mon chemin lumineux quoi qu'il arrive. Qui me redonne confiance en moi quand je deviens capable de mobiliser toutes les ressources qu'il m'apporte. Quand je me dépasse, quand je m'élève, quand je retrouve une beauté profonde, quand je touche au sublime. Om Shanti. Alors, je vous souhaite à tous le meilleur et de vous amuser avec cette capacité de l'esprit à transformer en fait le vécu du quotidien et à y voir ce qu'il y a de sacré et de sublime. Combien de fois vous avez passé des épreuves qui étaient difficiles sur le coup, et puis quelques années plus tard, quand vous les racontez, vous dites, mais je suis passée par là et j'ai réussi. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, félicitez-vous, parce que vous le méritez, parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez offrir aussi à l'être le plus élevé qui soit. À chaque fois que vous faites du bien autour de vous, c'est un cadeau que vous lui faites. Alors ne vous privez pas. Prenez plaisir à faire des cadeaux de cet ordre-là, à vous faire ce cadeau-là aussi à vous-même. Personne n'est perdant dans ces cas-là. Donc pourquoi s'en priver?
Merci infiniment. Ben justement, c'est ce que dit Josette Tipon. Josette, merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à toi, Goody, pour ce moment de partage qui était vraiment un cheminement pas à pas vers cette rencontre, le cœur ouvert vers le sublime. Et merci, oui, pour ta divine douceur, dit Yannick de Bretagne. Merci pour tous les partages, Tania, Metanoia et puis tous ceux qui étaient présents. Je sais qu'il y avait des personnes d'Afrique aussi, donc salut l'Afrique. Ah, Donc, oui, de Burkina Faso précisément. oh, oui, effectivement. Et puis tous ceux qui étaient présents de France et de Navarre, comme on dit, c'est ça? Et de Niort. Ça fait très royal, Niort. Oui, oui, ça. J'aime bien dire c'est un nid en or, quoi, en fait. Ah oui, c'est vrai, tout à fait, ça sent bien. Ben, merci infiniment à vous tous et merci à toi, Béatrice, d'avoir prêté, Goody, oui, d'avoir peut-être prêté au jeu. C'est un bonjour de Belgique aussi, ils ont dit. Ah, super. Donc, on se retrouve prochainement, comme on dit, au prochain épisode. Et à très bientôt. Eh ben, Bye Isa, bye. merci. Isa, tu as Vas-y. Hubert qui a levé la main. Ah, Hubert voulait partager, d'accord. Ok. Tu voulais t'exprimer, Hubert? Oui, voilà. Ouais, bah, c'était pour vous remercier, puis pour juste faire un petit clin d'œil à Lucas, quand on parle de la fortune, parce que ce dont Goody vient de parler, tu vois, Lucas, c'est ça la fortune. La fortune, c'est d'avoir cette sensibilité spirituelle qui nous amène à se retrouver, à se reconnaître, à s'apprécier, et vraiment, tu vois, là, moi, Lucas, je le connais un petit peu, c'est pour ça que j'y parle directement. Et c'est un vrai cadeau que tu sois là et c'est un vrai cadeau que tu reçois là. Donc, regarde ta fortune, elle est merveilleuse. Vraiment merveilleuse. Voilà, et belle journée à tous et continuez bien. Merci Cody, merci Béa. Ciao. Ciao, ciao. Merci à toi, Hubert. Ben, merci à tous. Je crois qu'on va se quitter, là, on va rester. Ah, On a plein de choses à partager encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer une dernière fois? J'étais en train de dire quelque chose, Gaudie, sinon. non, c'est vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver comme ça, en fait. Euh, je vais dire, j'aime bien cette chanson de France Gall, dit partout je suis chez moi, la terre est mon domaine. Et mes milliards d'années me suffisent d'à peine, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée aussi de se dire, on se retrouve et finalement, on se connaît depuis toujours, depuis toute éternité. C'est seulement la forme qui a fait blocage et fermeture. Et quand on a la chance de se voir, même au niveau plus subtil, parce que finalement, ça, c'est une forme subtile de la matière quand même, hein. Vous vous rendez compte que tout ce que nous sommes en train de vivre à travers les images et le son, tout ça, c'est de la lumière quand, en fait, au niveau de la matière, c'est-à-dire la forme, une des formes grossières, comme quoi, et que nous sommes encore plus subtils que ça. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à découvrir, hein. Euh, donc, même sur les communications de pensée et tout ça, en fait, même le jour où il n'y aura pas de téléphone ou quoi que ce soit, il y a plein de choses qu'on sera capable de faire, hein. Je sais que moi, j'avais mes filles, hein, en fait, je disais, bah, si jamais vous n'avez pas moyen de me contacter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à formuler dans votre tête, en fait, de dire, bah, maman, j'ai besoin de ça, etc., etc. Et curieusement, bah, en fait, j'ai réalisé que finalement, à force, en fait, on arrivait à développer ce genre de choses. Et donc, j'étais alertée. Donc, c'est aussi le silence intérieur, hein, qu'on va développer quand on va dans les plans les plus subtils, qui font qu'on va être capable de capter les infos nécessaires, hein, quoi qu'il arrive. Donc, pour ça, quoi qu'il arrive, il n'y a pas à s'inquiéter, il y aura toujours une solution, même celle auquel on ne penserait jamais, quoi. Merci, Voilà. Gaudie. Merci.